Salam alaikum, Azul Filaouen, bonsoir. Comme chaque samedi, donc rétro-info de la semaine, on essaiera de revenir sur les sujets qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Donc, on parlera de l'affaire des étudiants algériens, visa, centre culturel français, du 1er novembre, 63 ans après, donc alternative, proposition, lettre de Bouteflika. Ce qu'a dit Jamal Ould Abbas par rapport au prochain président. Donc, on essaiera de revoir ces sujets. Avant de commencer, on va entendre donc les titres d'aujourd'hui et on reviendra. Liberté. Appel pour une transition politique. Bouteflika dit non par Djilali B. El Watan. Mohamed Abbassi, financier et auteur. L'Algérie d'hier, du 1er novembre 1954 et d'aujourd'hui. Algérie part. Le rêve français mobilise des centaines de jeunes étudiants algériens à Alger par Abdou Samar. Donc, c'est les titres d'aujourd'hui. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir des habitués de l'émission. Sur ma droite, Brahim Younsi, ancien dirigeant du MDA. Bonsoir. Brahim. Aussi sur ma droite, Zouhir Rouis, secrétaire national de Djil Jadid. Bonsoir. Sur ma gauche, Samir Belatache, militant des droits de l'homme. Azul Filaouen, merci. Merci. Azul. Azul Filaouen. Donc, cher monsieur, si on peut commencer par l'affaire des étudiants. Donc, il y avait des déclarations par rapport à cette affaire de Ould Abbas qui a qualifié donc ces étudiants qui étaient massés devant le CCF, Centre culturel français, pour avoir leur visa pour leurs études. Ould Abbas a qualifié ces étudiants des traîtres, harki. Donc, on aimerait avoir votre avis, Sibrahim. Par contre, avant de commencer, on va essayer juste de voir une petite vidéo donc de ces étudiants qui se sont massés devant le CCF. يا رايح وين تروح تسافر وتعيا وتولي. Le RND crie au complot, Ould Abbas les traite de traîtres. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est vrai? D'abord, c'est honteux. C'est honteux de traiter des jeunes qui n'ont pas plus de 25 ans de traîtres. Parce que, tout simplement, ils veulent aller faire des études ailleurs. Parce qu'on ne leur propose strictement rien, sinon le chômage au bout du chemin, chez eux. Je l'ai dit ici, la dernière fois, en matière de traîtrise ou en matière de trahison, il faut se poser des questions. D'abord, le degré de traîtrise. Si ces jeunes sont des traîtres, comment qualifier le fait que l'on ait permis à la France de poursuivre ses expérimentations chimiques en Algérie après l'indépendance et jusqu'à 1978 au moins. Certains parlent d'au-delà de 1978. Cela est-il, oui ou non, une trahison? Comment qualifier le fait que les hauts dirigeants, et quasiment tous les hauts dirigeants, en premier lieu le président de la République, qui viennent en France se faire soigner dans les hôpitaux français. Militaire. Mais, bien entendu, un hôpital militaire. Mais
Parlons de militaires. Le président de la République, je le répète ici chez vous, a tenu un conseil sur la sécurité de l'Algérie dans une institution militaire qui est l'Institut national des Invalides, sous le portrait de François Hollande. Parler de la sécurité du pays. Est-ce une trahison ou pas? Trahison aussi, que l'on pourrait qualifier de telle, la déclaration de l'ancien secrétaire général du FLN, Ammar Saïdani, qui a dit que De Gaulle ou la France a donné l'indépendance à l'Algérie. Trahison, comment la qualifier? D'avoir vendu la main-d'œuvre algérienne en 1968 sous contrat de 350 000 travailleurs, qui étaient certes au chômage, mais on les a envoyés vers l'ancien colonisateur. Dans les usines. Et tout cela, c'est aussi... Ne parlons pas de ce qui s'est passé ces dernières années. N'en parlons pas. Où les trahisons sont multiples. Aujourd'hui, traiter des jeunes venant d'un responsable du FLN, des jeunes de 25 ans, qui cherchent à s'en sortir parce qu'ils vivent mal chez eux, de traîtres, est extrêmement grave. Zouhair, si on revient aussi sur la déclaration du RND, lui aussi, il n'a pas manqué, il a crié au complot. Donc, toujours ce complot qui revient. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que quand on voit ces images, on comprend qu'une partie, si ce n'est pas la totalité de la jeunesse, a envie d'aller ailleurs. Pour quelles raisons? Sans rentrer dans des polémiques, c'est parce qu'elle ne trouve pas les raisons de rester à l'intérieur du pays. Des études supérieures de bon niveau et de qualité, du travail à l'issue, ça a été dit, à l'issue des études, un travail qui est acquis sur la base d'études et non pas sur la base de connaissances, rachwa et autres subterfuges. Et ça donne ce type d'image. C'est la raison pour laquelle on a une multitude de jeunes qui souhaitent partir. Ça, c'est la première chose. Et quand on parle de complot et de trahison, on pourrait dire qu'on a comploté contre la jeunesse algérienne pour qu'elle ne reste pas dans son pays. On a tout fait pour faire fuir ces jeunes, pour qu'ils aillent à l'étranger d'une manière ou d'une autre. Soit par la harga, et on voit tous les jours des drames qui touchent des Algériens en plein milieu de la mer, et une mer qui engloutit un certain nombre d'Algériens aussi. On voit d'autres situations difficiles où des Algériens, ici en France, on sait dans quel quartier on peut les trouver, ils sont sans papier, ils rasent les murs, ils se font tout petits, tout ça parce qu'ils cherchent un avenir meilleur que ce qu'on leur donne. Est-ce que ce n'est pas ça une trahison contre son propre peuple quand on ne lui donne pas tous les éléments d'avoir une vie meilleure? Alors quand j'entends M. Seddiq du RND ou Ould Abbas, je rejoins ce qui a été dit ici. La trahison, c'est ceux qui ont plutôt violé la Constitution à moult reprises et qui ont violé les lois de la République. La trahison, c'est quand on a ruiné le pays et qu'on souhaite rester malgré tout à sa tête, quoi qu'il en coûte, y compris s'il faut le vider de sa jeunesse. La trahison, c'est quand on ne laisse pas respirer les gens, on ne les laisse pas s'exprimer, et à partir du moment où ils s'expriment, on les met en prison. Et on a eu, il y a 2 ans, un drame. Je rappelle que Mohamed Tamalt est mort en prison. Et il était en prison parce qu'il avait exprimé une opinion, quelle qu'elle fût. Et quels que soient les reproches qu'on pouvait lui faire. Mais en tout cas, ça ne méritait pas de mourir en prison et pas d'aller en prison à tout le moins. Donc c'est plutôt ça la trahison. Et comme j'ai déjà eu à le dire, comme on fait son lit, on se couche. Donc ce genre d'énergumène devrait juste se taire et non pas fustiger
la jeunesse algérienne, parce que quand on a 80 ans et quand on est encore au pouvoir et dont la légitimité est plus que douteuse, on ne toise pas une jeunesse qui cherche un avenir meilleur, parce que ces jeunes-là aiment leur pays. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas leur pays, ils aiment leur pays, ils aimeraient y rester, sauf que ce qu'ils constatent, ce sont la progéniture de ce type d'énergumènes comme Mould Abbès, qui eux ont le droit de partir à l'étranger sans visa, sans rien du tout, et de s'installer et se prélasser dans des appartements de standing dans les quartiers chics parisiens, sans avoir rien à prouver à qui que ce soit. Et donc ces jeunes-là, ils voudraient juste vivre bien dans leur pays et ils n'ont pas ce droit-là. Très bien. Samir, je reviens à toi. Est-ce qu'on est dans cette logique, donc le jeune Algérien, l'étudiant algérien est en face d'un double H, ce qui est Harga ou Harba? Oui, en fait, j'allais dire, on est un peuple triste, malheureux, Wallah al-Azim, parce qu'en fait, ils nous volent, à un moment, ils nous ont tués, ils nous insultent, ils nous marchent dessus, et j'en passe et des meilleurs. Du coup, le peuple algérien, on lui fait subir toutes sortes de misères, notamment des insultes, celles qu'on vient de commenter. Je pense que les images donnent une idée très claire de la faillite du système algérien. Il a détruit le pays, le régime algérien a failli. Il n'a rien fait de bon, si ce n'est remplir les comptes en banque de certaines mafias. Et ça, c'est une image elle est symbolique, elle est symptomatique du fait que ce régime a tout raté complètement. Et un autre truc aussi, je me dis, d'abord, un autre truc, on pense quand même aux jeunes parce que c'est malheureux. Les jeunes Français, quand ils veulent aller aux États-Unis, ils prennent leur brosse à dents, leur petit sac et ils vont aux États-Unis. Les jeunes Français, quand ils veulent aller en Angleterre, en Allemagne, et j'en passe des meilleurs. En Afrique ou en Asie, ils ont le droit de voyager, ils sont respectés, ma'aziz mkaram. Les jeunes Algériens, les pauvres, mais c'est la catastrophe. On est haïs, méprisés par tout le monde. Les images qu'on vient de voir, c'est un peu de la méprise aussi, parce que même, à mon avis, c'est un avis perso, même le consulat de France, il aurait pu organiser les choses autrement. C'est la moindre des choses, ils auraient pu étaler ça sur. On a entendu des voix qui ont dit que c'était dans le but de nuire par rapport à l'occasion du 1er novembre. Je ne sais pas s'il y a un complot. Est-ce qu'on était dans cette logique ou... Je ne sais pas, on ne peut pas. Il faut aller voir avec les gens et peut-être les inter... Il y a une réalité. Il y a des jeunes qui ont envie de partir ailleurs. C'est ça la réalité. Nous, les Algériens, essayez de faire ça avec les Français. Au consulat d'Algérie, on leur parle de la toiture. C'est du mépris. Tout simple, c'est du mépris, même du point de vue diplomatique. C'est-à-dire qu'avec les peuples amis, etc., on ne se comporte pas comme ça. On ne sort pas sa tête de la fenêtre pour dire « Il y a le rachis, populace, organisez-vous, etc. » Tu as nos télé algériennes qui viennent montrer que nous sommes un peuple désorganisé, qu'on est des animaux, etc. J'ai vu des télés faire ça. Je ne vais pas les citer, mais en faisant la couverture de cet événement, oui, etc., parce que les Français, c'est des gens mnozmines et tout, mais regardez-nous comment on est. Bref, le peuple algérien, il est tué, volé, dilapidé et insulté. Voilà. D'abord par ceux qui nous dirigent, et quand on est insulté par les siens, les autres ne se gêneront pas à te mépriser. Je peux revenir juste sur deux choses. Sur le complot, ou ce que le porte-parole du RND a appelé un événement planifié, donc il ne nous dit pas qui a planifié cela. Est-ce que c'est de l'intérieur ou est-ce que c'est la France qui a planifié ça? D'autre part, quand l'on parle aussi de trahison, on oublie une chose et nous allons en parler tout à l'heure, c'est la trahison de la déclaration ou des objectifs de novembre, du 1er novembre. Est-ce que les pouvoirs successifs ou le système qui perdure, le régime qui est le même, qui est de même nature, a réalisé les objectifs pour lesquels le 1er novembre a été fait? Or, nous constatons, et là je ne rentre pas dans le sujet, c'est à vous de le faire, que l'idée même de la libération du peuple algérien a été trahi. Très bien.
Vous voulez rajouter quelque chose, Oui, Zouhair? pour dire, Samir a raison. En arriver à ce point, c'est que effectivement, les dirigeants algériens ne sont pas respectés par les puissances étrangères ou nos partenaires étrangers. Pour quelle raison? Parce qu'ils savent parfaitement que ces dirigeants n'ont aucune légitimité, que leur pouvoir ne repose sur aucune légitimité populaire. Oui. Comment voulez-vous qu'ils respectent notre peuple lorsque, effectivement, nos propres dirigeants ne respectent pas le peuple? Absolument, absolument. Même les dirigeants, ça a été dit tout à l'heure, moi je ne voulais pas le dire, ce qui a été dit à juste titre. Saïdani, en tant que secrétaire général du FLN, le parti FLN, parce que entre le parti FLN et le FLN de la révolution algérienne, il y a un océan. Il demande une carte de séjour en tant que secrétaire général du FLN. Un gars du peuple, on comprend, il essaie de trouver du travail, il va travailler. Bref, mais le secrétaire général du FLN qui demande aux autorités françaises un privilège, en fait, pour lui donner une carte de séjour VIP, comme ça a été dit, ils ne vont pas nous respecter. C'est ça, Samir. On a vu un ministre de la République fouillé au corps dans un aéroport parisien. Donc il y a eu pire que ça. Et donc la solution, c'est des institutions légitimes. C'est un état de droit. Si nous étions dans un état de droit, probablement qu'il y aurait des jeunes qui voudraient partir ailleurs. C'est possible, mais ils seraient plus respectés et mieux respectés en tous les cas. Ce qui est symptomatique. Les jeunes sont tous partis. Tous ceux qui ont des diplômes sont déjà partis. Ce qui est symptomatique dans cette affaire, dans l'affaire des étudiants, c'est tout ce que vous dites. Mais c'est que la jeunesse algérienne est stigmatisée. La jeunesse algérienne est devenue, et nous l'avons vu pendant toutes ces dernières années, la classe dangereuse dans ce pays. On revient à ce concept d'une classe, dangereuse. Mais elle est stigmatisée par des personnages qui ont 80 ans et plus. C'est ça qu'il faut aussi regarder. Parce que nous sommes dans un système aussi qui est un système, j'allais dire, de vieillard. Un système de vieillard, pour ne pas employer d'autres mots. C'est ça C'est parce qu'ils voient la jeunesse comme une menace à leur propre pouvoir et à leur maintien. Oui, mais leurs enfants, ils sont, tu l'avais dit tout à l'heure, leurs enfants, ils sont tous à l'étranger. Hein. Et en plus, avec, peut-être ne pas généraliser, mais pour beaucoup, avec un comportement horrible, parce qu'ils ont de l'argent mal acquis et ils viennent l'éclater dans des endroits infréquentables. C'est un esprit de féodaux. Ouais, voilà. C'est de la féodalité. C'est pas voilà, autre chose. Peut-être qu'on parlera un peu plus après sur le constat. 63 ans après, donc ce fameux 1er novembre, donc le déclenchement de la Révolution nationale, vous avez parlé des principes qui ont fondé même donc ce 1er novembre. On parle de liberté, d'une jeunesse qui était au cœur de ce combat. Qu'est-ce que vous en pensez du point de vue historique? Personnellement, je ne pense pas qu'il faille rester dans l'histoire. Dans l'histoire qui relate des faits. Je pense que dans cette affaire du 1er novembre, il faut aussi passer des faits aux idées. Parce que le 1er novembre, ou la proclamation du 1er novembre, charrie aussi des idées. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'acte fait le 1er novembre? Qu'est-ce qui se cache derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour construire, parce que vous parlez des perspectives, pour construire l'Algérie de l'après-novembre 1954? Parce que l'après-novembre 54, c'est l'indépendance. Parce que le but fondamental, l'article 1er de la proclamation, le but de l'insurrection nationale ou de la révolution, il faut savoir aussi comment peut-on qualifier ce que les Algériens ont fait. Ce but-là, c'était l'indépendance. L'indépendance. Mais au-delà de l'indépendance, c'est quoi? Qu'est-ce que les initiateurs du 1er novembre voulaient faire? Et là, il faut en parler. Et nous avons des contradictions qui ont apparu dans la construction de l'État. Quel État et quel type d'État? Par exemple, si nous prenons, ce n'est pas le sujet, mais je crois qu'il faut en parler, et en parler sereinement de ces choses-là, parce qu'il s'agit des idées qui habitent
les textes dont nous parlons. À savoir que la déclaration ou la proclamation de novembre parle par exemple de la restauration de l'État. Bon, je prends le terme de restauration. Or, 2 ans après, ou moins de 2 ans après, la plateforme de la Soumam ne parle plus de restauration. Au contraire, elle dénie, elle critique ce que les initiateurs appellent la restauration. Parce que cela, dans l'esprit de beaucoup, signifiait qu'on restaurait peut-être un califat, peut-être, comme le dit la déclaration, la proclamation de la Soumam elle-même, ou la plateforme de la Soumam, de la restauration d'un État théocratique ou d'une monarchie, etc. C'est à cela que renvoyait pour certains la restauration de l'État. Ne continuons pas toute la phrase. Et la Soumam ne parle pas de restauration de l'État algérien, même si elle a enlevé les fameux principes islamiques. Mais la plateforme de la Soumam parle de renaissance, ce qui est nettement différent du point de vue des idées ou de l'idée que l'on se fait de l'État algérien lui-même. Voilà, la primauté du politique sur le militaire et tout ça. Oui, mais ça c'était... Permettez-le-moi, tout ça c'est technique. Tout ça c'est technique parce que nous le voyons. Technique. Non, c'est technique. C'est fondamental. Non. Et c'est sur ça qu'on a fait la guerre au congrès de la Soumam. Parce qu'on a mis l'intérieur, primauté de l'intérieur sur l'extérieur, primauté du politique sur le militaire. Et c'est ça qui a posé problème. Après, on a enrobé ça dans des guerres idéologiques. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas une guerre que l'on mène. Nous voulons comprendre quelles sont les idées qui sont derrière les autres. Maintenant, pour moi, les trucs de l'intérieur, le politique, le militaire, etc. C'est ce qui a posé problème. Mais on a vu concrètement. Oui, mais j'ai dit qu'il faut passer des faits. Mais je ne crois pas qu'il y ait des idées derrière cela. Il y a des idées de pouvoir, de prise de pouvoir. Mais les idées qui nous concernent et qui sont toujours en débat, voire en conflit aujourd'hui. C'est ça dont je parle. Très bien. Zouhair. Oui, ce qu'on peut dire déjà sur le 1er novembre, c'est que c'est un acte fondateur. Un acte fondateur à plus d'un titre. C'est l'acte qui a aussi permis de cristalliser l'opposition, en tout cas les partis politiques de l'époque, et toutes les forces qui étaient en action avant le 1er novembre, sur un but commun qui a été rappelé à l'instant, c'est-à-dire l'indépendance. Et derrière l'indépendance, il y avait le vœu d'acquérir sa propre liberté et sa dignité. C'était un peu les 2 sujets majeurs avec l'indépendance. Et ce qu'on peut dire, c'est que en principe, chaque 1er novembre, on doit s'en souvenir que la plus admirable des générations a enclenché quelque chose. Est-ce qu'on peut parler là d'une jeunesse qui était au cœur de ce combat, alors qu'on a vu des images d'une jeunesse qui est désespérée de partir, un contraste? Oui, mais c'est pour ça que je parle de la plus admirable des générations, parce que c'était une génération des jeunes qui étaient en action à ce moment-là et qui ont réussi une prouesse. Et ils l'ont quasiment presque tous payé de leur vie. Et ils l'ont presque tous payé de leur vie. Ils n'ont même pas dépassé l'âge de 25-30 ans pour une majorité d'entre eux. Ils sont tous morts. Et ce qu'on voit, c'est que la génération de dirigeants qui a pris effectivement le pouvoir après l'indépendance et qui est toujours là, elle réussit à désespérer toutes les générations qui sont arrivées après elle avec les images que vous venez de passer. Je ne veux pas monopoliser la parole. Parce que le 1er novembre, notre histoire, cette histoire-là, elle est actuelle. Nous la vivons encore dans les confrontations, qu'elles soient sous l'aspect du conflit sérieux, ou qu'elles soient dans le débat, en débat. Mais le 1er novembre, et avant le 1er novembre, sur la scène politique algérienne, pour ne pas dire, comme le disent beaucoup, indigène, il y avait quand même des polarisations. Il y avait des groupes. Et ces polarisations se scindaient en 2, globalement. Globalement en 2. Il y avait ceux qui, qu'on le veuille ou non,
c'est une réalité politique qui s'imposait avant le 1er novembre, c'est celle qui était pour l'intégration. Et pour l'intégration par le moyen du dialogue avec le colonisateur, avec la France, que nous le voulions ou non. C'était ça, l'idée de ceux qui revendiquaient l'intégration. Et cette intégration, qui devait la faire? C'était les élites. Et les élites, et nous sommes dans le sujet actuel, ce sont les élites. Et les élites, qu'elles soient arabophones ou francophones, peu importe, parce qu'il y avait des arabophones qui étaient pour l'intégration, et seulement pour l'intégration par le dialogue. Et vous aviez l'autre groupe qui, lui, était pour l'indépendance. Et pour l'indépendance, par quel moyen? Par le moyen de la violence qui a eu lieu le 1er novembre 1900. Et qui s'adressait à qui? Elle s'adressait au peuple algérien. Et nous sommes aujourd'hui dans sa même configuration que nous le voulions. On reviendra sur ça par rapport aux alternatives et aux propositions 63 ans après. Pour finir, parce que je n'avais pas fini, ce que je voudrais qu'on retienne, c'est que la jeunesse algérienne, certes, on a vu des images de jeunes qui veulent partir. Ils veulent partir, je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur pays, c'est parce qu'ils sont désespérés par ce qui se passe, la façon dont le pays est géré, et qui veulent finir leurs études et trouver du travail. Ces jeunes qui partent, il y a aussi des jeunes qui restent en Algérie. Et il y a aussi toute une jeunesse qui est pleine de fougue et pleine d'ambition pour le pays. Et on le voit. Je peux en témoigner, ne serait-ce que par rapport à ceux que je connais, que je côtoie à l'intérieur de Gil Jadid, et ils sont là, ils ont envie de faire des choses, ils sont sur le terrain, ils travaillent, ils luttent tous les jours, ils défendent leurs idées, ils vont les présenter, et ils ont envie que les choses changent, et ils agissent pour. Donc, je ne veux pas qu'on retienne que toute la jeunesse veut partir, et qu'on fasse un parallèle avec une jeunesse qui a fait la guerre d'indépendance pour rester en Algérie, et une autre qui essaye de partir. Il y a une jeunesse qui a fait la guerre d'indépendance et qui a acquis, effectivement, et c'est un acquis l'indépendance. Et il y a une génération de dirigeants qui a désespéré un tas de personnes, un tas de générations. Et vous avez tous ces jeunes qui sont pleins d'ambition pour leur pays et ils ont envie juste d'en savoir un peu plus, de compléter leur cursus et de pouvoir continuer à aimer leur pays et à travailler dans leur pays. Pour rebondir sur ça, puis je reviens au sujet tel que j'ai envie de l'exprimer, moi. Mais pour rebondir sur ça, moi je dis aux dirigeants algériens... Est-ce qu'on a des jeunes, comme il le dit Zouhir, qui sont là, qui se battent sur le terrain, ils veulent que ça change? C'est vrai qu'on a vu des images qui font mal par rapport à une jeunesse qui est désespérée, qui veut aller à l'étranger pour étudier, avoir des ambitions, mais il y a aussi... Il y en a des jeunes qui sont au bled et qui essayent de faire ce qu'ils peuvent. Il y a même, tu sais, souvent on dit des choses un peu sur l'élite qui a failli aussi, elle aussi, à jouer le rôle qui devrait être le sien. Mais il y en a aussi qui font beaucoup de choses dans des conditions très difficiles et tout. C'est vrai qu'il faut le rappeler parce que sinon on risque d'être mal compris. Moi, je dirais aux dirigeants algériens, il ne faut pas croire, parce qu'on la connaît, ça, chez les dictateurs de partout dans le monde. Ils croient que s'ils font fuir les gens, ils sont tranquilles. C'est faux. L'exemple de la révolution algérienne, on est un truc, enfin, une bonne illustration. En 1954, jusqu'en 62, il y avait énormément d'Algériens à l'étranger, notamment en France, là où ils sont allés trouver du boulot pour faire vivre leur famille, etc. Cette communauté d'Algériens qui vivaient en France s'est organisée en faveur de la révolution et elle a apporté quelque chose de très très important. Donc si les dirigeants algériens se disent bon, débarras tous ces gens tous ces jeunes qui vont nous prendre la tête, on les envoie à l'étranger, on n'entendra plus parler d'eux, ils se trompent, parce que les jeunes, même quand ils vont à l'étranger, ils tiennent comme ça à leur pays.
ils vont s'organiser, ils vont venir en aide à ceux qui sont à l'intérieur, ils vont cotiser, etc., etc. Donc s'ils croient qu'ils vont être tranquilles parce que les Algériens, on les a fait fuir, ils se trompent. Pour revenir au 1er novembre, moi je dirais, c'est ce que je pense à chaque 1er novembre, je pense à ça. Je me dis, actuellement, nous sommes exactement dans la même situation que celle que vivaient les Algériens en 1950, 51, 52, 53 et qui a mené au déclenchement de la révolution algérienne. C'est-à-dire que, comme au début des années 50, les Algériens avaient atteint le bout du rouleau. La classe politique avait atteint le bout du rouleau. Elle était complètement décrédibilisée. C'est le cas actuellement. Les gens ne croyaient absolument pas qu'on pouvait sortir du joug du colonialisme, tellement il était fort, tellement il avait fait tout pour détruire les structures de la société, les ressorts qui pouvaient la faire avancer, etc. Nous sommes dans cette situation-là. Les Algériens, c'est ce qu'on est en train de leur faire vivre. Qu'il n'y aura jamais de changement, qu'on ne sera jamais un peuple digne, que nous vivrons jamais dans la dignité, que ce sera impossible, que le régime dictatorial est très fort, etc., etc. Nous sommes à peu près dans la même situation que ce que vivaient les Algériens. Et en 1954, des jeunes ont pris leurs responsabilités. Ils ont mis au pied du mur les dirigeants des partis politiques pour leur dire que c'est l'heure du choix. Notre peuple, il souffre depuis un siècle, il a été exploité, tué, massacré, etc. C'est l'heure du choix. Soit vous rejoignez la révolution, soit vous le paierez très cher. Une bonne partie a rejoint la révolution, soit au déclenchement, soit 1 an ou 2 ans après, ils ont rejoint. On connaît le travail qu'ont fait les dirigeants du FLN révolutionnaire, pas celui de maintenant, le travail qu'ils avaient fait pour rallier toutes les composantes de la société politique algérienne. Je pense que l'événement même du déclenchement de la révolution algérienne est une grande leçon pour nous actuellement. C'est une grande leçon. Il faut absolument que ça change, comme l'ont dit les gens qui ont déclenché le 1er novembre 1954. Il faut que ça change, sauf que maintenant nous sommes entre Algériens, nous n'avons plus affaire à un colonisateur étranger, militarisé, etc. Nous sommes entre Algériens, il ne faudra pas le faire de la même manière, pas par la violence, mais par un système politique. C'est possible, je pense que c'est un long sujet, mais il faut peut-être revenir à ça. Voilà. Très bien, on va revenir sur les alternatives et les propositions. Je voudrais juste vous montrer une vidéo, ça c'est Bouteflika, donc qui était en déplacement à l'Alia, à l'occasion du 1er novembre. On regarde la vidéo, après on revient à vous. العزيز عبد العزيز بوتفليقة اللهم متعه بالصحة والعافية يا رب العالمين اللهم مد له في عمره اللهم أعز به البلاد والعباد واجعله من الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم احفظ ولاة أمورنا جيشنا وحكومتنا ووفقهم إلى ما فيه خير صلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc il l'a bien dit, c'était normalement des prières qui étaient destinées pour nos martyrs, mais ces prières étaient pour Abdelaziz Bouteflika. Difficile à commenter. Oui, on prie pour les vivants. On ne prie pas pour les morts. Et puis cela montre la situation ou le degré que nous avons atteint. C'est-à-dire qu'il y a une personnification du pouvoir et que c'était au pouvoir qu'il s'adressait. Et le pouvoir personnifié par Abdelaziz Bouteflika. Voilà tout simplement ce que l'on peut dire sur Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, Abdelaziz Bouteflika a remis à l'honneur le culte de la personnalité depuis plusieurs années. Et vous avez toute une série de clientèles qui sont là autour et qui sont en train d'exalter ce culte de la personnalité. Et vous avez relevé à juste titre ce qui a été choquant dans cette séquence, c'est-à-dire qu'on vient se recueillir à la mémoire de la génération qui a fait le 1er novembre 1954, on en parlait, et on nous parle de la santé du président. Donc sans revenir sur ce qui vient d'être dit à l'instant, cela dénote aussi qu'il y a un problème en matière de santé du président de la République. Officiellement, on nous le montre à la télé en nous disant « le président ne va pas bien,
prions tous pour qu'il aille mieux. Donc, cela confirme ce que nous disons depuis un moment. Le président n'est pas apte, n'est pas du tout apte depuis bien longtemps, et un certain nombre d'institutions ont joué un jeu qui mène le pays vers le mur et le chaos. Je pense au Conseil constitutionnel qui a validé sa candidature, tout en sachant qu'il n'était pas du tout apte. Samir? Moi, j'ai quasiment pas de commentaires à faire. Et pourtant, c'est moche. C'est une dictature qui nous montre un peu ses aspects les plus moches et tout. Anna qui m'a, comme tous les jeunes Algériens ou comme tous les Algériens, à mon avis, il est temps que tous ces gens dégagent, en commençant par Bouteflika, mais en allant plus loin que Bouteflika, puisque c'est juste une façade. On a un système qui est pourri, un système qui fonctionne d'une manière très opaque, derrière les rideaux, etc. Et c'est tout ça qu'il faut balayer. Il est temps qu'ils partent parce qu'ils ont fait trop de mal au pays. On n'arrête pas de le dire tous les jours. Très bien. Donc, vous voulez rajouter quelque chose? C'est pas rajouter. C'est aller à l'essentiel, si j'ose dire. Est-ce que vous voulez qu'on parle un peu, comme ça on aura le temps, 63 ans après, donc ce 1er novembre, on veut faire un peu le constat, le bilan, et on aimerait consacrer un peu plus de temps pour comprendre un peu l'Algérie, elle est arrivée où, on est où par rapport au principe du 1er novembre. Donc, si vous voulez commencer, M. Ibrahim Younsi. J'en ai déjà parlé. J'en ai déjà parlé de ces principes, précisément, ce que j'ai appelé la trahison de Si on parle un peu sur le constat actuel, par rapport à ce qui s'est passé 63 ans après, est-ce qu'il y a maintenant sur le champ politique des propositions, des projets d'alternatives? Parce que le pouvoir attaque souvent et dit que l'opposition n'a pas de projet d'alternative et qu'elle apporte beaucoup plus une stabilité. On voit ce qui se passe ailleurs, dans d'autres pays. Non, c'est faux. L'opposition dans sa diversité, ou ce qu'on appelle chez nous l'opposition dans sa diversité, apporte aussi un projet de société. Et un projet de société qu'il faut discuter ou qu'il faut critiquer aussi. Bon, on n'est pas d'accord on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Et comme l'on dit, nous sommes dans le domaine du politique. Et contrairement à ce que certains disent, le politique n'est pas toujours le lieu du débat. C'est aussi le lieu du conflit. Le politique, c'est le lieu du conflit. Quelqu'un comme Jacques Ellul appelle le politique, on nomme le politique le lieu du démoniaque. Le diabolos, c'est-à-dire c'est le diable. Mais, en revanche, en même temps, il y a autre chose qui permet le dialogue, qui permet que l'on règle les conflictualités qui surgissent dans la société, quelle qu'elle soit, politique, sociale, culturelle, c'est la démocratie. La démocratie à laquelle, là, le dialogue est bien sûr non seulement possible, mais il est consubstantiel à la démocratie, mais la démocratie, il faut lui donner un contour, l'entourer de valeurs qui soient les valeurs qui viennent du peuple algérien. Et la déclaration de novembre, pour revenir à novembre, la déclaration de novembre le dit. La construction d'une démocratie dans ce pays, mais une démocratie qui tienne compte des valeurs et des mœurs du peuple algérien. Et je crois que c'est là où quand il qualifie Samir que l'Algérie actuelle, c'est l'Algérie d'avant 54. Est-ce qu'on est dans cette Algérie-là? Du point de vue politique, bien entendu, vous avez ce que j'ai schématisé dans les deux polarisations. Nous avons des polarisations, quelle que soit l'histoire des uns et des autres, l'histoire politique des partis qui agissent sur le terrain, quelle qu'elle soit. Mais nous trouvons aujourd'hui, quelles que soient les erreurs commises par les uns et les autres, mais nous voyons aujourd'hui cette polarisation qui se fait. Il y a les partis du pouvoir, les partis de l'intégration, et vous avez des partis de l'opposition, même si aujourd'hui c'est par d'autres moyens que les acteurs du 1er novembre ont choisi, à savoir la violence. Aujourd'hui, l'ensemble des partis qui sont contre le système, contre ce pouvoir, veulent en sortir
n'en déplaise à Abdelaziz Bouteflika qui dit que la transition est finie. On reviendra sur la lettre, puisqu'on en parle donc, à cette occasion. Abdelaziz Bouteflika, donc c'est la lettre de M. Abdelaziz Bouteflika par rapport au 1er novembre. Donc, et il parle au plan politique et institutionnel, la République est bien solide avec ses institutions constitutionnelles élues et réélues toutes les 5 années dans le cadre de règles transparentes qui sont l'objet d'une modernisation continue. Il parle aussi de la démocratie pluraliste et liberté d'expression sont incontestablement des réalités bien établies. Il dit que l'ère des périodes de transition est révolue en Algérie, dont les institutions politiques ont été sauvegardées au prix de dizaines de milliers de martyrs du devoir national. Il parle aussi, il dit, il est temps de faire partie d'un front patriotique commun. Qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre? Moi, je parlerai non pas d'un front patriotique, parce que cela va de soi. Il me semble que la patrie est en effet en danger, mais ce n'est pas ceux que vous avez autour de cette table qui l'ont mise en danger. Ce sont ceux qui gèrent le pays depuis 60 ans. C'est eux qui ont mis l'Algérie en danger, la patrie en danger. Et par quels moyens Abdelaziz Bouteflika veut rassembler? On peut comprendre le souci de rassemblement. Et je pense que c'est ce qui anime l'ensemble des acteurs sur la scène politique. Je crois que chacun, indépendamment de ce qui nous divise, de ce qui nous sépare, et je l'ai dit tout à l'heure, le politique sépare. C'est pas vrai, le politique ne rassemble pas toujours, il sépare presque toujours. Mais est-ce que la conception que nous avons de la démocratie est la bonne, contrairement à celle dont je me méfie, qu'invoque Abdelaziz Bouteflika? Je ne crois pas que nous ayons la même conception de la démocratie. Très bien. Oui, ça a été dit à l'instant. Le problème, c'est que Abdelaziz Bouteflika et tous ceux qui l'entourent et tous ceux qui ont eu à gérer le pays avec lui ou avant lui et pendant qu'il était là aussi, parce qu'il est là aussi depuis un certain nombre de décennies, sont disqualifiés pour parler de front patriotique. Complètement, parce que c'est bien eux qui sont à l'origine du non-consensus dans ce pays. C'est bien eux qui sont à l'origine de la non-construction d'un véritable état de droit en Algérie. Pire que ça, ils sont non seulement à l'origine de la non-construction de l'état de droit, mais ils sont à l'origine de toutes les manœuvres qui ont été dilatoires, qui ont été mises en œuvre pour contrecarrer toute velléité de démocratisation dans ce pays. Donc ils sont disqualifiés, ils ne peuvent pas parler de front patriotique. Et effectivement, aujourd'hui, quand on regarde le bilan ne serait-ce que de ces dernières années, parce que c'est quand même le bilan du président et visiblement il en est fier de ce qui a été réalisé. Nous dépendons du prix des hydrocarbures. À partir du moment où le prix du baril descend, c'est toute l'économie qui part en vrille et c'est panique à bord. On commence à demander aux Algériens de faire des efforts alors qu'ils ont gaspillé 1 000 milliards de dollars. Ces 15 dernières années, on n'en voit pas le résultat. Ils n'ont pas construit d'économie, ils n'ont pas construit d'unités de production dans le pays capables de maintenir de l'emploi et donc de sauvegarder les équilibres économiques. Ils n'ont rien créé. Ils ont désespéré une jeunesse, on l'a vu. C'est ça leur bilan. C'est de cela dont ils nous parlent aujourd'hui. Alors quand ils parlent de transition qui est terminée, ce que je constate, c'est que quand il s'agit de s'octroyer des mandats illimités, ils peuvent modifier la Constitution et toutes les lois qui vont avec. Et quand on n'est plus en santé pour briguer des mandats de manière illimitée, on referme la vanne et on remodifie de nouveau la Constitution pour nous montrer combien on est grand. Il le dit, Zouher, qu'aux échéances, pouvoir se conquérir désormais aux échéances prévues par la Constitution auprès du peuple souverain. Oui, on aurait aimé qu'ils nous le disent avant. D'abord, il reconnaît que jusque-là, le pouvoir ne s'est pas conquis de manière démocratique. Donc là, il nous dit que désormais, ça va être comme ça. Ça veut dire que tous les mandats qu'il a eus ne se sont pas déroulés dans ce cadre-là. On peut le remercier d'avoir reconnu ce genre de choses. Absolument. Moi, c'est ce que je lis dans ce type de déclaration.
que peu de gens lisent. Hein. Vous savez que les gens n'en ont cure de toutes ces déclarations. Ils préféraient plutôt l'entendre à la télé, mais comme il n'est pas en capacité de le faire, donc personne ne lit ce type de déclaration, même si j'ai pu lire qu'un certain nombre de personnes s'enorgueillaient de lui faire les discours de Bouteflika. Donc je vais vous dire, personne ne fait attention à ce type de déclaration parce qu'on sait plusieurs choses. Que le président, il y a un doute en tout cas sur sa capacité à écrire de tels discours, sinon il pourrait les exprimer. Et deuxièmement, et surtout, ça c'est le fond, tout le monde sait qu'il y a plus qu'un doute sur les intentions démocratiques subitement révélées à Abdelaziz Bouteflika. Très bien, Samir. Je reviendrai à vous. Ouais, moi, je l'ai lu, la déclaration. Oui. Ouais, 3 pavés comme ça de textes indigestes. Et puis complètement mensonger en fait, parce que là où il disait que il y avait de grands acquis, la réalité, tout le monde la connaît, c'est que c'est la faillite totale. Et sur le plan économique, Social, politique, diplomatique, remarquable. Exact. Sur tous ces plans-là, c'est la faillite totale. Je pense que rien qu'autour de cette table, je pense que la chose a été discutée plusieurs fois, où on a montré que c'est le ratage total. Et sur le plan politique, c'est une catastrophe parce qu'on a affaire à une dictature violente qui a pris le pouvoir par les armes, par les coups d'État, et on n'en est pas encore sorti depuis 1962. Et tout ça, c'est une catastrophe. Moi, je pense que la lecture à faire, c'est pas, comme tu viens de dire, si on me permet ce mot, on s'en fout en fait de ce qu'ils disent, parce que ces gens-là décident derrière les rideaux, ils nous présentent un truc qui fait office de scène politique, c'est-à-dire, le président a fait sa déclaration du 1er novembre et il a été arwah shuhada, etc. C'est du non-politique en fait. La réalité, elle se passe derrière les rideaux et ça, les Algériens n'ont pas accès à ça. On nous interdit d'avoir notre mot à dire sur ce qui se passe dans notre pays sur le plan politique. Ça, c'est inadmissible. Les Algériens ont le droit de... C'est un droit fondamental que de participer à la vie politique de son pays. Chez nous, on n'a pas le droit de participer si ce n'est à gesticuler comme des clowns. Et ça, c'est inadmissible. Si on peut parler aussi sur les propositions qui sont en ce moment sur le champ politique par rapport au changement, on reviendra, si on me dit à l'oreillette, que les déclarations de Ould Abbas, sur Ben Flis, qu'il a qualifié encore une fois de traître. On entend les déclarations d'Ould Abbas. خان الرئيس بوتفليقة؟ نعم نقولها وتحمل المسؤولية نتاعي مع الأسف الشديد لأن عمل في ثقة كبيرة عينه أولا كمدير حملة انتخابية ثم رئيس حكومة ثم لا قبل رئيس حكومة كاين 2 مناصب اللي أمين عام للرئاسة ومدير الديوان لأول مرة في تاريخ الجزائر أمين عام مدير ديوان نفس الشخص كان زقرار الله يرحمه ويوسع عليه استقل كأمين عام ثم رئيس حكومة ثم ذكاه باش أمين عام الحزب. Samir, je pense que tu veux rajouter un mot. Ouais, non, juste un petit mot à propos de ça, en fait, après je vous laisse continuer. C'est juste pour dire qu'à l'intérieur du régime, ça se bagarre, en fait. Le régime, il est composé de beaucoup de clans, beaucoup de centres de pouvoir. Ça se bagarre, ça donne ça, en fait. Ça donne ça. Ça s'insulte, etc. Le peuple, il observe ça de loin, il n'a rien à voir avec ce genre de choses. Voilà le petit commentaire que je voulais faire. Donc, si on revient un peu, Ibrahim, sur un peu les propositions qui ont été faites par l'opposition, si on peut parler aussi de la lettre d'Abbassi Madani à l'occasion du 1er novembre, là où il dit dans sa lettre que la guerre a été hypothéquée, a été déroutée de sa trajectoire, le pouvoir a été violé et le contrôle a échoué entre de mauvaises mains. Tout l'espoir est mort et les rêves se sont évaporés. Le sort de la guerre de libération a été scellé quelques années après la fin de la guerre. Il était prévu de bâtir une nation libre et indépendante, démocratique et socialiste dans un cadre islamique selon les principes de novembre, mais tout cela a été dévoyé. Nous en avons parlé, j'en ai parlé.
mes camarades ici présents en ont parlé aussi. Mais sont allés la dans le même question sens. qui se pose, comment faire face à cette situation? Oui, le problème, il n'y a pas besoin de faire un bilan, en vérité. Le bilan est là. Le bilan est là. Et il se résume en un mot. C'est la gabegie. C'est la gabegie. Mais je voudrais, avant de répondre à votre question qui est intéressante, je voudrais, parce qu'un mot a été utilisé, qui est essentiel, c'est le consensus. Le mot de consensus. C'est vrai que nous avons besoin de consensus. Toute nation a besoin d'un consensus sur les valeurs qui animent la nation, qui animent la société. Mais la démocratie a besoin aussi de dissensus. Pas seulement du consensus, mais du dissensus. Et nous ne sommes pas d'accord entre nous sur beaucoup de choses, énormément de choses. Si nous commencions, nous, à parler de notre idéologie, de nos idées, de ce que nous voulons faire, etc., nous ne serions pas d'accord entre nous. Il faut le dire, c'est honnête, et c'est ça la démocratie. Mais ce que vous dites là, c'est, Ibrahim, si je peux me permettre, c'est juste l'étape après l'instauration d'un véritable état de droit. Oui, mais... Instaurons un état de droit, oui, mettons en œuvre une démocratie qui fonctionne, et nous aurons ce dissensus que vous souhaitez, et le consensus avec d'autres. Voilà. Mais nous sommes juste dans l'étape d'après, alors que nous n'avons pas fait l'étape d'avant. Mais on a vu naître en 2014, Sibrahim, congrès de Mazafran, qui était là pour donner de l'espoir qu'il y ait un consensus des partis de l'opposition, ce temps-là. Mais... Oui, mais chacun, hélas, on l'a vu après, chacun avait son agenda. Est-ce que aussi le problème se pose dans l'opposition qui n'arrive pas à s'organiser, qui n'arrive pas à faire face, mais le problème, à créer nous connaissons le système. Force. Moi, le système, pardonnez-moi, je vais être un peu présomptueux. Le système, je le connais. Nous le connaissons. Nous connaissons ses pratiques. Qui va nous donner la nature du système? Nous la connaissons. Mais le problème, c'est l'opposition. Et ça a toujours été l'opposition, qu'on le veuille ou non. Peut-être où le non. Qui est dont il a dit, il veut dire quelque chose, je suis sûr. Attendez. Quand je dis l'opposition... Il a un parcours dans des partis lourds de l'opposition, et on connaît aussi... Mais l'opposition, je ne parle pas de l'opposition récente, de l'opposition d'après 89. Mais l'opposition est née en même temps que l'État algérien, en même temps que le système qui est toujours au pouvoir. L'opposition, souvenez-vous, dès 62, d'un côté Boudiaf, Krim contre Bembla, d'autres ont intégré le système, je ne veux pas donner des noms, dans la constituante, etc. Puis la constituante, c'est ce qu'elle est devenue, ils sont entrés dans l'opposition. L'opposition se replie comme nous à l'étranger, et jamais un accord, jamais un accord, où les seuls accords, ou les seules tentatives de rassemblement qui ont été faites, c'est autour d'un front démocratique, entre guillemets, entre le RUR, le FFS, le PRS, etc., et qui a éclaté. Non, ça c'est les années 60. Ça c'est les années 60. Déjà 60-70. Et en plus, dans les années 80, nous avons essayé et fait, et j'en étais un des acteurs directs, essayé de faire un rassemblement avec l'opposition, d'abord avec le FFS. Nous avons échoué le lendemain. Le lendemain, ça a été la division entre nous. En quelques mots, pourquoi cette opposition, ça dit, si on la met sur le truc historique, je ne veux pas citer ni les noms, ni des responsabilités personnelles, mais qu'est-ce qui fait, en quelques mots, sur ce tronçon-là de l'histoire, qu'il y ait eu à ce point ce ratage? C'est quoi le... Parce que d'abord, il y a du zaïmisme, on revient toujours à cela. Hélas. Toujours à cela. Moi, j'ai entendu Boudiaf dire jamais je ne travaillerai avec Mbella, au moment où on avait besoin de lui. Hussein Ait Ahmed, que Dieu et le rame tous, Hussein Ait Ahmed n'arrêtait pas, en dehors de certains jeunes, qui allaient voir Mohamed Boudiaf à Qnitra. Hussein Ait Ahmed n'arrêtait pas d'aller et de venir entre Paris ou Lausanne et Qnitra. C'est-à-dire que, revenons à Khidr. Khidr a donné de l'argent. Khidr a donné de l'argent à l'opposition. Parce qu'ils me disent qu'il ne reste pas beaucoup de temps. J'aimerais entendre Zouhir. Juste ça, pardonnez-moi. On se concentre aussi sur l'ère de Bouteflika. Oui. Non, pardonnez-moi. Parce que là, nous sommes dans l'avenir et dans le futur. Oui, tout à fait. Sur la question de l'état de droit. L'état de droit aussi.
il faut j'allais dire, le verrouiller, lui donner des limites. L'état de droit, moi je le traduis dans la phase dont vous parlez. Je le traduis par un état de loi, le respect de la loi. Parce qu'on sait que nous sommes tous comme ça. Nous demandons tous des droits que nous voulons avoir. Mais ces droits, nous savons la dérive vers laquelle sont allés certains pays. Pour notre société, pour revenir à la déclaration de novembre, c'est-à-dire qu'on construit une démocratie dans les valeurs et les mœurs du peuple algérien. Zoé. Oui, alors si on Très parle rapidement, on me d'aujourd'hui, dit qu'il ne reste pas beaucoup de si temps. on parle d'aujourd'hui, bon, moi, je ne dirais pas que le problème c'est l'opposition, je dirais qu'il y a un problème dans l'opposition, ça c'est clair. Le problème c'est le régime. C'est clair. Moi je pense que les mots ont un sens. Le problème c'est le régime. Est-ce qu'on peut arriver à ce mot magique à dire que vous avez prononcé, le consensus? Est-ce qu'on peut arriver à un consensus? En tout cas, nous, à Gil Jadid, on y travaille. On a tout fait pour. Vous avez parlé de la CLTD, de Mazafran, de l'IXO. On a tout fait pour qu'il y ait effectivement ce consensus, que les partis politiques d'opposition se mettent d'accord sur un certain nombre de principes. Ils l'ont fait. Ils ont tous signé la déclaration de Mazafran. Et puis, ça a été dit ici, les agendas des uns et des autres ont fait que certains ont pris d'autres chemins et ils sont devenus l'opposition du régime et pas l'opposition au régime. Aujourd'hui, le régime a certes ses partis, les partis du régime, les partis du pouvoir, mais il a aussi sa propre opposition. Et donc, évidemment, nous n'avons pas réussi, on le dit, mais nous continuons dans ce chemin parce que vous avez parlé de solution. La solution, c'est de respecter l'établissement d'un état de droit et de rentrer dans la construction de cet état de droit, mais pas avec ce régime, pas en participant à des institutions, à des élections. Comment arriver à tout ça? Samir. Moi, je pense que le changement est d'abord nécessaire et vital avant qu'on signe l'arrêt de mort de notre pays, parce qu'on va droit dans le mur et c'est méchant. Donc il faut absolument que ça change, c'est vital. Il faut soigner la maladie, sinon elle tue le malade, en fait. Et il y a des malades qui peuvent mourir guéris. on est face à des cas comme ça. Donc le changement est nécessaire et il est possible. Le changement, moi je vais vous donner mon avis tel que je le vois depuis quelques années, j'observe, je milite avec des camarades, etc. Le changement, ça dit, il faut qu'on se fixe des objectifs et il faut qu'on se fasse un cheminement pour aller et réaliser cet objectif-là du changement. Je pense que, et c'est ça qui a fait faillite ces dernières années, mais ça ne remonte pas à ces dernières années, ça remonte à très longtemps, c'est que les gens ne respectent pas les règles qui vont nous faire réussir cette démarche. Ils ne la respectent pas. C'est ce qui fait qu'on n'y arrive pas. Et pour faire un changement, il faut mobiliser le peuple, parce qu'une classe politique qui est dans sur son nuage, etc., ne fera jamais rien du tout. Bien. Il faut qu'elle mobilise le peuple. Pour mobiliser le peuple, il y a des règles. Il y a des règles à respecter. À ce jour, on ne les respecte pas et on n'y arrive pas. C'est ça qui doit changer. Très très bien. Ils me disent qu'il n'y a plus de temps. Je vais juste un mot. Je ne veux pas que, parce que cela vient d'être dit, que l'on se méprenne sur ce que j'ai dit. Bien entendu que le problème fondamental, c'est le régime. Il n'y a pas de doute à cela. Très bien, très bien. J'aimerais juste qu'on regarde cette vidéo et je veux avoir un mot de chacun de vous, juste un mot. On regarde la vidéo là, c'est, je ne sais pas quoi dire. Donc un poteau d'électricité au milieu de l'autoroute. Un mot de... C'est le bilan dont est fier Abdelaziz Bouteflika et qui est dans ses discours écrits par je ne sais qui. C'est vrai. Quelle autoroute? L'autoroute Est-Ouest. Est-Ouest. Il y a une autoroute. Comme quoi il n'y a pas d'autoroute. On nous dit. La preuve en est, elle est coupée. Un poteau coupe l'autoroute. Ouais, c'est la déliquescence totale de ceux qui dirigent le pays dans ce genre de choses. Et pas que. Et on a des tonnes de comme ça, et c'est une catastrophe. Ce que je vois dans l'autoroute, c'est les milliards
les dizaines de milliards Engloutis. qui ont Très été bien. engloutis là-dedans. Très bien. Yatikoum Saha, on est Exactement. arrivé à la fin de cette émission. On aurait aimé donner un peu plus de temps sur les propositions des uns des autres, comment ils voient le changement en Algérie. Je vous dis, Inch'Allah, peut-être on y consacrera d'autres émissions par rapport à ça. C'est des thèmes qui sont très intéressants pour les jeunes Algériens, pour l'opposition. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Jamal Din vous retrouvera mardi, Inch'Allah. Yatikoum Saha wa ala khair.